Alors c'est l'une des actus hype du moment, il y en a beaucoup, mais on parle de NBA et d'expansion avec ce vieux serpent de mer qui est que la NBA a encore des volontés de revenir en Europe pour s'étendre et créer peut-être une ligue d'expansion en association cette fois-ci avec la FIBA et le Moyen-Orient. Donc ça c'est un petit peu la donne un petit peu nouvelle qui pourrait voilà, nourrir un peu plus d'ambition dans cette quête de réussite. Pour parler un petit peu de ce sujet un petit peu complexe, on a décidé de faire venir en plateau, et plutôt en Skype d'ailleurs, un économiste du sport, spécialiste de la stratégie sportive notamment, qui s'appelle Vincent Beau. Salut Vincent. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très Très bien, on bien. te voit très bien. Merci d'être là, Vincent. On sait que le temps est compté, il y a beaucoup d'actu également pour toi. Avant de se lancer sur un sujet un peu complexe, on voulait profiter un peu de tes lumières, de tes connaissances, pour nous donner un petit peu une chronologie justement de l'expansion de la NBA vers l'Europe. Parce qu'on sait que c'est une discussion qui date depuis plus de 30 ans. Est-ce que tu peux nous redonner un peu voilà, les dates clés, les moments clés de cette expansion? Alors oui, tout à fait. Tout a commencé il y a 40 ans même, quand David Stern a pris ses fonctions de commissioner au sein de la Ligue. Ça faisait partie d'un de ses premiers programmes, vraiment de mondialiser la Ligue avec le programme NBA Global Games. Et il y a eu ils ont commencé par les matchs de pré-saison. Il y a eu un premier match à Milan. Ils ont commencé à s'intéresser aussi à des contrées comme les Bahamas, comme Mexico, comme Puerto Rico, comme Londres, vraiment au début des années 90, avec des matchs de pré-saison. Ils ont lancé le Open McDonald's aussi, qui faisait partie d'un plan de conquête essentiellement de l'Europe, avec de 87 à 99, donc pendant toutes les années 80, toutes les années 90, avec une édition en 91 à Paris avec les Los Angeles Lakers et en 97 avec les Chicago Bulls, hein, vous Je me connaissez. souviens, ouais. Donc Très peu, voilà, il y a très peu. toujours eu ce plan de mondialisation. Les NBA Global Games, ils existent depuis 84. Et derrière, depuis les débuts des années 2000, ils ont essayé d'aller conquérir aussi d'autres territoires à enjeu, notamment la Chine, avec Pékin en 2004. Et Yao Ming était déjà dans la ligue au Houston Rockets à ce moment-là. Ils ont essayé en 2013 aussi à Manille. Et puis, il y a un territoire aussi en jeu, c'est l'Inde. On n'en parle pas assez. Oui, il y a eu des premiers matchs de pré-saison à Mumbai en 2019. Voilà. Merci pour cette chronologie, Vincent. Je te relance tout de suite. Arrêtons-nous sur l'Europe et sur le Moyen-Orient, parce que c'est la question du jour. Il y a un exemple avec le foot qu'on a vécu l'été dernier, avec cet exode de joueurs un peu stars du côté de... C'était où d'ailleurs? Je ne sais plus. Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, voilà, j'ai dit Dubaï, non. Arabie Saoudite, on va pas, Oui, on va ça pas- on avait va pas se beaucoup tromper. fait réagir LeBron James et de nombreux joueurs NBA. Justement, je voudrais que vous réagissiez, messieurs, à ça. On n'y est pas encore, hein, mais est-ce qu'on n'est pas au début de quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on a vécu dans le foot, c'est-à-dire voilà, une nouvelle un peu géopolitique du sport située au Moyen-Orient et bien sûr en Europe, avec des joueurs stars et donc un niveau de jeu peut-être un peu plus conséquent. On voit déjà que l'Arabie Saoudite investit énormément dans le sport. Il y a eu donc le golf avec le circuit Live. Là, ils ont proposé 2 milliards de dollars pour acheter l'ATP et la WTA. Ils sont déjà sponsors du classement ATP. Donc là, finalement, c'est la prochaine étape. Mais c'est quelque chose de global pour l'Arabie Saoudite. Alors, est-ce que ça va se développer au niveau du championnat local? Ça, c'est une autre question. Parce qu'on voit qu'en foot, ça fait un peu pchit au final. Le niveau de jeu n'est pas dingue et puis On n'en parle plus tant que ça. On en a l'impact beaucoup parlé au médiatique, pas non début. plus, Et puis ouais. finalement, un peu moins maintenant, quoi. Audi, est-ce que tu penses que la géopolitique peut changer et que ça peut se globaliser encore plus? Ce que la NBA souhaite faire finalement depuis près de 40 ans. Moi, je pense pas que ça serait une mauvaise direction. Ça peut que être bénéfique, en tout cas pour le basket international. Ça veut dire qu'on crée encore un championnat d'élite, où là, justement, l'Europe est représentée, le Moyen-Orient est représenté, donc vraiment tous les continents pourraient justement avoir son mot à dire là-dedans. Et dans les compétitions internationales, après, les nations pourraient en bénéficier, justement, pour avoir des joueurs performants qui ont l'habitude de jouer, justement, au très haut niveau, à l'image des joueurs qui sont en NBA, des Européens ou autres qui sont en NBA. Donc non, pour moi, c'est une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Thomas, Sineki. Ouais, après, Vincent va peut-être nous aiguiller, nous répondre là-dessus, mais enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en Arabie Saoudite, le foot, c'est déjà le sport numéro 1, quand même. Enfin, je veux dire, par rapport au basket, à mon avis, c'est quand même très important. Je vois mal. Pour le tennis, pour le golf, ça s'entend plus parce que c'est complètement mondial.
Donc on va là-bas parce qu'il y a de l'argent, tout le monde a bien compris, ok. Mm. Pour le foot aussi, mais le foot, enfin, en Arabie Saoudite, les stades sont remplis, il y a toujours eu une énorme passion. L'équipe nationale fonctionne de mieux en mieux, on l'a vu encore au dernier mondial. Pour le basket, j'ai Part de loin. vraiment du mal, mais je suis curieux peut-être de voir ce que Vincent va nous dire là-dessus. Vincent, une réponse à apporter à Thomas? C'est très pertinent. Faut savoir que alors la FIBA se mondialise aussi, une nouvelle stratégie depuis 10 ans d'ouvrir les fenêtres de qualification à toutes les nations. Donc ça permet aussi de réanimer certains territoires aussi qui n'avaient pas connu le basket international depuis des années. Donc il n'y a aujourd'hui aucun plan technique national dans ces pays-là. Sauf pour celui qui se lance un peu sur le basket 3-3, c'est l'Arabie Saoudite avec une ligue pro. Donc une ligue pro domestique, mais après derrière oui au niveau domestique pour l'instant moi je vois pas forcément d'ancrage, même à long terme je ne vois pas forcément d'ancrage. Ce que je vois par contre c'est la possibilité peut-être d'implanter une franchise soit aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi ou à Dubaï ou éventuellement à Doha au Qatar dans les prochaines années. Après l'Arabie Saoudite aussi reste une terre possible pour pouvoir accueillir du basket, une franchise, pourquoi pas. Voilà. Parlons des zones d'influence avec toi, Vincent. On parlait d'expansion. Je ne sais pas si on se repère trop maintenant avec la création des ligues un petit peu partout dans le monde. La Basketball Africa League existe, d'ailleurs propose sa 4e édition au moment où on se parle. L'Euroleague, la FIBA, la NBA. Est-ce qu'on peut justement faire le point avec toi, Vincent, sur ces différentes ligues, il y en a d'autres bien sûr, et leurs zones d'influence? Alors, tout à fait. Déjà, quand on parle de nouvelle ligue de développement entre la FIBA et la NBA, je vois mal comment on va réussir à faire cohabiter les deux, puisque la NBA, son modèle, c'est un modèle de ligue fermée. Et il ne faut pas oublier que la FIBA, elle, organise les compétitions dans le cadre du règlement, notamment européen, pour le sport, où derrière, il faut aussi primer la réussite sportive et pouvoir faire des montées-descentes. Donc, ce modèle de ligue fermée, il n'existe pas encore en Europe. Et derrière, la FIBA a pris une orientation en développant la BCL, justement, qui favorise aussi ces orientations-là et ce règlement-là. Donc après, derrière, pourquoi pas faire une ligue hybride, justement un peu comme la balle, mais derrière, ils seront dans l'obligation de favoriser les montées et les descentes, quoi. C'est toujours compliqué. Après, il y a l'intérêt de l'Euroleague. L'Euroleague joue une course contre la montre, justement, derrière pour pouvoir implanter des marchés comme Paris et Londres, et des marchés qui sont plus conformes vraiment au logiciel NBA, au logiciel américain. Parce que le logiciel américain il fonctionne moins facilement dans les pays latins, style Espagne, Grèce, Turquie. On est sur un modèle de business administration qui est complètement différent. Et dans ces pays-là, en Euroleague, c'est les clubs omnisports et c'est les sections football qui portent économiquement aussi le basket, ou sinon des gros mécènes. Je pense au Pana et à l'Olympiakos aussi. La NBA, s'il te plaît, et l'Euroleague, c'est important. Deux grosses ligues qui aujourd'hui présentent un niveau de jeu très très intéressant, avec une dimension marketing supérieure peut-être en NBA encore. Est-ce que le fait de voir arriver la NBA sur le terrain de l'Euroleague, c'est pas le début d'une guéguerre entre les deux, quoi? Non, je pense que c'est surtout la FIBA et l'Euroleague qui se battent le bout de gras pour pouvoir justement revendre des franchises quand la NBA sera prêt à se positionner, parce que de toute façon, il va falloir céder des parts de marché à la NBA. Après, c'est pas la vocation de la FIBA, c'est beaucoup plus la vocation de l'Euroleague. Et c'est pour ça qu'ils jouent une course contre la montre, parce que c'est vraiment la FIBA et la NBA qui avancent ensemble depuis une quarantaine d'années. Et c'est surtout que la FIBA est beaucoup plus forte qu'avant. Il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. L'Euroleague était en position de force. Maintenant, la FIBA va sûrement absorber l'Eurocup dans les années à venir. Question pour toi, Vincent de Paul. Oui, Vincent, et ce qui dérange la FIBA finalement, c'est pas le fait qu'il ne touche rien sur l'Euroleague, c'est aussi ça le nœud du problème finalement. Et la FIBA, ils n'ont pas vocation à ça. C'est une société. Enfin, ils n'ont pas vocation à faire trop de business.
même si, bon, on sait que c'est une fédération internationale et on sait comment ça fonctionne, notamment la FIFA aussi. Oh oui. Il y a des enjeux économiques. Mais après, derrière, il ne faut pas oublier que c'est un organe de promotion du sport avant tout. Alors que l'Euroleague, c'est vraiment une société commerciale. Et qui est une ligue semi-fermée finalement, parce qu'il y a tellement de licences, des clubs qui restent, on est sur une dizaine de licences. Une dizaine de licences. Ah ouais. En Euroleague, Ouais. Un peu plus pour le reste. En Euroleague, oui, c'est semi-fermé parce qu'ils arrivent à contourner le système. Ils font une montée sur invitation pour le vainqueur de l'Eurocup. Ouais. Et là, il y a de fortes chances en plus que ce soit Paris ou Londres qui l'obtiennent. Encore une ou deux questions pour Vincent, si on en a. Ouais, moi, en plus, forcément, ça amène à une réflexion très globale qui fait quand même un peu peur. Enfin, toujours quand on a cette discussion-là, de toute façon, c'est que ça donne envie, c'est sûr, à terme. On imagine, nous tout de suite, par exemple, même Wemby qui viendrait plus souvent jouer en Europe sur un championnat hyper globalisé. Mais si on pense derrière à quel point ça détruira tout de suite toutes les divisions derrière, c'est déjà très 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 dur aujourd'hui sur les Coupes d'Europe et en France de médiatiser par rapport à la surmédiatisation de la NBA. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent. Alors moi, ce que je pense, c'est déjà que la NBA, avant le marché européen, il va d'abord s'intéresser à son nouveau contrat télé de 72 milliards. Contre 3 milliards sur le marché européen, Moyen-Orient. Donc, je pense qu'ils ont plus intérêt déjà à négocier leur droit TV. Et après, derrière, ils verront pour le marché européen et puis la mondialisation. Après, cette mondialisation, je pense que ça va être juste peut-être une franchise par pays et par puissance économique. Ce ne sera pas plus que ça. Et puis, encore une fois, le temps que ça arrive, le temps que ça s'organise, je sais que le Moyen-Orient, ils veulent aller très vite. Je pense que les Américains sont beaucoup plus prudents. Ils ont vu le crash de la NFL en Europe entre fin années 90 et début 2000 avec la conférence européenne de NFL qui a été un fiasco. Donc, ils n'ont pas envie de se griller non plus. Ils ont vraiment, s'ils s'engagent, c'est pour durer. Donc voilà. Et après, derrière, ils pourraient absorber vraiment les clubs de l'Euroleague. Et s'ils ont un gros contrat télé, on pourra modéliser avec les droits télé ces franchises européennes, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que l'Euroleague ne génère aucun droit TV conséquent pour pouvoir modéliser, redistribuer au club et modéliser. Vincent Beau, spécialiste du sport et de la stratégie, quand on parle de basketball, voilà, c'est très 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 précis. Une question, une dernière peut-être de Rudy ? Dernière, mais peut-être plus générale, justement, tu es bien placé, Vincent. Quel serait le business model, justement, sur la création d'une telle ligue européenne avec l'association, avec bien sûr le soutien de la NBA et de la FIBA, et quels seraient aussi les impacts financiers, les retombées financières, justement, avec un tel projet ? Après, je pense que l'intérêt des Américains, s'ils y vont, de la NBA s'ils y vont, c'est d'avoir vraiment une ligue fermée et peut-être trouver un moyen de contourner déjà le règlement européen. Et c'est possible de le contourner. Après, c'est surtout modélisé sur les droits TV, donc les revenus passifs. Les revenus aussi, pareil, de licensing, donc de produits de merchandising, de produits de licence qui rapportent beaucoup aussi et qui redistribuent au club après. Et derrière, c'est le marché des transferts aussi. C'est le marché des transferts. Donc aujourd'hui, on n'a pas de marché. Enfin, on n'a pas de droit TV, on n'a pas de transfert, de marché de transfert en Europe. Clairement. L'Euroleague pense à l'instaurer. Déjà, si l'Euroleague pense à l'instaurer, c'est qu'ils veulent préparer le terrain. Donc l'Euroleague est dans une course contre la montre, tandis que la FIBA, eux, pensent plutôt à un modèle de ligue hybride de développement qui serait intermédiaire entre la balle et la NBA, quoi, je pense. Donc il y a deux visions qui s'opposent et c'est surtout que l'Euroleague veut Paris, veut Londres, veut pouvoir justement avoir les marchés où les NBA Global Games ont fonctionné. Alors justement, veut Paris, ça m'intéresse, puisqu'on n'est pas très loin de Paris ici. Donc le club de la capitale, Paris Basketball, qui fait beaucoup là pour justement se développer sur le plan marketing, mais aussi sur le plan sportif. Il est question qu'il puisse mériter une invitation en Euroleague la saison prochaine. Je me tourne vers Maud Stervinou, qui est dans le basket de haut niveau et qui suit aussi le basket masculin. Il y aurait concurrence quand même avec des marchés, notamment du Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut considérer que la concurrence est loyale ou déloyale quand il s'agit de marchés du Moyen-Orient et de Paris ?
Moi, je la trouve déloyale. Pour l'instant, on a surtout évoqué un petit peu les questions financières autour de ce projet-là. Pour ne parler que du NBA Europe, moi, personnellement, je ne veux pas opposer deux publics entre un public qui regarde plus la NBA et l'Euroleague, mais j'adore regarder l'Euroleague et je regarde un petit peu moins la NBA, justement. Mais pour autant, j'ai un petit peu peur qu'on perde notre identité culturelle aussi sur le basket aujourd'hui que l'Euroleague est capable de proposer. Les règles seraient différentes, on a une réelle identité. Aujourd'hui, on attise aussi énormément de joueurs sur l'Euroleague, à l'image de Mike James aujourd'hui qui est devenu le meilleur marqueur européen. Moi, ma crainte, c'est vraiment de perdre l'identité culturelle qu'on est en train de se créer. Dernier mot avec toi, Vincent, sur Paris Euroleague versus d'autres marchés. Alors, moi, là, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la création du Paris Basketball, enfin au moins à la mise à flot. Je posais les premières pierres avec Mathias Priez et surtout David Kahn en travaillant avec lui au quotidien. Et quand j'ai quitté le club à l'issue de la première saison, puisque je devais déménager à Toulouse, j'ai dit à David, de toute façon, toi, tu as misé pour pouvoir avoir une franchise NBA Europe d'ici 2030. Voilà ce que j'ai dit en quittant David Kahn à l'issue de ma collaboration avec lui. Donc, pour moi, c'est clair, il y aura une franchise. Pour l'instant, ils sont sur le temps de passage. Nouvelle salle, l'Eurocup, ça se passe bien, championnat, c'est pas trop mal. Mais encore une fois, j'ai déclaré dans les colonnes d'EcoFoot, il y a une planification stratégique vraiment maîtrisée du Paris Basketball. Et voilà, et quand tu changes de salle, il faut pouvoir justement planifier les ressources aussi pour pouvoir l'exploiter. Ça, Paris Basketball l'a fait. L'Asvel, ça a été plus compliqué parce que ils ont dû déprogrammer des matchs, par exemple en Euroleague. Alors, il y a La les question, Vincent, c'est est-ce que ça suffira toujours face à un marché très attractif qu'est le Moyen-Orient et qui permet aussi une autre visibilité et d'autres ressources autour, quoi. C'est la question globale. C'est pas la même force d'investissement, forcément. C'est pas la même force d'investissement, mais peut-être aussi que derrière, on va avoir des nouveaux investisseurs qui vont arriver pour développer le basket en France aussi. Ok. Justement. Bon, affaire à suivre. On peut pas le développer là-bas. C'est l'actu. Paris Basketball déjà sur le terrain, gagner des matchs, l'Eurocup et éventuellement l'Euroleague, c'est ce qu'on leur souhaite. Et puis on essaiera de les accompagner dans leur future saison, pourquoi pas. En Euroleague, on va remercier Vincent Beau, très très bon et très très intéressant. Pas toujours évident ce genre de sujet, mais là on a tout compris. À bientôt Vincent. À bientôt. Merci beaucoup.